Pour ceux qui nous suivent, nous résumons le mouvement nationaliste au Cameroun de Richard Joseph. Nous sommes au chapitre 10, le défi camerounais de la décolonisation française. Nous avons vu comment on est arrivé petit à petit à la formation de l'UPC et comment l'UPC a concentré toute la scène politique camerounaise, tout le nationalisme camerounais. Et nous avons vu comment la France a fait des efforts pour détruire le parti et que la France va finalement prendre appui sur les émeutes de mai 1955 pour interdire le parti. Donc, le chapitre 10 de cet ouvrage, c'est le défi camerounais de la décolonisation française. Richard Joseph précise qu'après les événements de mai 1955, l'administration coloniale et ses forces alliées lancent une offensive dans les villages et en brousse contre les militants de l'UPC. L'objectif est de détruire l'UPC en privant le parti de ses militants. Des primes sont données à ceux qui dénoncent les militants du parti nationaliste. Donc, après les événements de mai 1955, après les émeutes de 1955, l'administration coloniale française, la France, lance une course aux sorciers contre les membres de l'UPC. Tous ceux qui sont membres de l'UPC sont attrapés, traqués, attrapés et enfermés, accusés d'avoir organisé les émeutes de mai 1955. Et la France va même jusqu'à donner des primes à ceux qui dénoncent les membres de l'UPC, parce que la France ne les connaît pas tous. Les militants sont torturés dans les prisons. La plupart des militants de l'UPC arrêtés décèdent par suite de tortures qui leur sont infligées. Leurs biens sont saisis ou détruits. Les magistrats qui s'opposent à ces méthodes sont mutés au nord du pays et sont tout simplement suspendus. Même le docteur Louis-Paul Ojula qui avait appelé, rappelons que celui qui avait appelé Roland Pré, même Louis-Paul Ojula qui avait appelé Roland Pré commence au Cameroun se sent gêné par ces méthodes de Roland Pré. Roland Pré est particulièrement cruel. Il s'était montré partout dans la répression des mouvements nationalistes en Afrique et surtout au Gabon, en Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso. Donc quand on le renvoie au Cameroun, ces méthodes sont tellement brutales. D'ailleurs, on rappelle que les Camerounais avaient refusé qu'il arrive au Cameroun. Il est arrivé par la force, la France l'a imposé par la force. Et quand la France l'impose, lui, il crée les événements de mai 1955. Il profite pour torturer les militants du parti politique l'Union des populations du Cameroun en les faisant assassiner dans les prisons. Beaucoup meurent, comme le précise Richard Joseph, des tortures dans les prisons de Louis-Paul et de Roland Pré. Roland Pré fait pression sur le RDA, qui exclut l'UPC de ses sections à un moment où le parti est particulièrement en difficulté. Donc l'UPC va être exclu du RDA. En même temps que Roland Pré est en train de faire des répressions au Cameroun, c'est à ce moment que Houphouët-Boigny et les autres décident d'exclure l'UPC du RDA. On a vu que l'UPC avait refusé le repli stratégique, la trahison de Houphouët-Boigny. C'était le seul parti. Houphouët-Boigny profite pour exclure l'UPC du RDA. En fait, la France et Houphouët-Boigny avaient collaboré dans ce projet de détruire l'UPC, de détruire le nationalisme camerounais. Houphouët-Boigny et la France avaient collaboré. Donc, profitant de cette exclusion, la France interdit l'UPC le 13 juillet 1955 ainsi que tous les mouvements de jeunesse et féminins qui lui étaient alliés, c'est-à-dire la JDC, la jeunesse démocratique française et du Cameroun est interdite. L'UDFEC, l'Union démocratique des femmes du Cameroun, est également interdite. La raison principale de cette interdiction est la détermination de l'UPC à rejeter l'Union française et à préférer l'indépendance du Cameroun. Donc, Roland Pré a réussi à exclure l'UPC du jeu politique camerounais. Richard Joseph continue avec la suite des réformes de Roland Pré. Au moment où l'administration intensifie la répression contre les militants de l'UPC, elle intensifie également les réformes. Ces réformes ont pour objectif de créer une influence favorable sur l'état d'esprit des populations et faciliter la tâche répressive à la police envers l'UPC. Mais ces réformes sont limitées par rapport aux revendications de plus en plus croissantes d'un certain nombre d'hommes politiques. Les réformes touchent plus l'augmentation des salaires. Le problème de l'africanisation rapide de l'administration reste suspendu.
Les frontières raciales entre les Camerounais, entre les Français et les Camerounais ne se réduisent pas. Il y a toujours le racisme cruel en Afrique, ce qui aggrave les mécontentements. L'Église catholique élève 2 prêtres noirs au rang d'évêques pour réduire ces mécontentements. Il s'agit de Paul Etoga en 1955 et Thomas Mongo en 1956. Mais cette mesure ne satisfait pas les Camerounais. Donc, la France qui a décidé de réprimer l'UPC est toujours dans sa possibilité, Roland Pré est toujours dans sa possibilité de contenter les Camerounais pour les endormir, pour les laisser accepter la répression de l'UPC. Leur but est que pousser la France, les Camerounais à accepter la répression de l'UPC. Voilà le but de la France. Donc, Roland Pré poursuit avec la réémergence du nationalisme bourgeois. Il précise qu'en 1956, le docteur Oujoula est battu, Louis-Paul Oujoula est battu par André-Marie Mbida. Il occupe la 3e place derrière Charles Assalé. Donc, Louis-Paul Oujoula, qui voulait être le président du Cameroun, est battu aux élections par 2 Camerounais, André-Marie Mbida et Charles Assalé. Cette victoire annonçait un grand changement. Lors de sa campagne, André-Marie Mbida exprimait son hostilité vis-à-vis de l'administration coloniale. Mais ses positions nationalistes étaient purement opportunistes. Donc, lors de la campagne, quand il voulait se faire élire, on savait comment la population était anti-française, était favorable à l'UPC. Puisqu'on a réussi à chasser l'UPC du jeu politique, André-Marie Mbida fait la campagne maintenant en affirmant qu'il est anti-français, qu'il est contre l'administration coloniale, ce qui fait que beaucoup de Camerounais sont favorables à son programme. Mais dès qu'il est élu, il change de ton et il adopte des positions de plus en plus dures envers l'UPC, particulièrement dures envers l'UPC. C'était André-Marie Mbida. Donc, après la chute de l'UPC, après l'interdiction de l'UPC, au Cameroun, il y a un sérieux vide politique. Il y a un vide politique après que la France ait décidé d'interdire l'UPC. Et les forces politiques tentent bien que mal, comme ils pensent, de combler ce vide avec de l'opportunisme surtout. Donc, Richard Joseph précise qu'après le vide politique et syndical laissé par l'interdiction de l'UPC et ses organisations alliées, des partis politiques opportunistes ont tenté de tirer profit. Les positions antinationalistes du BDC et de son leader, Louis-Paul Oujoula, et ceux du Front National Camerounais jouaient en défaveur lors des élections. Donc, lors des élections, on sait déjà que Louis-Paul Oujoula est antinationaliste. On sait également que le Front National est antinationaliste. Ça joue en leur défaveur, ce qui les pousse à perdre les élections. Or, André-Marie Mbida vient adopter des positions nationalistes en critiquant l'administration coloniale, ce qui fait que les Camerounais le votent massivement. Et il n'y a pas que ça. La chute des prix du cacao des années 1955-1956 fait ressurgir les revendications précédentes de l'UPC. Avec la disparition de l'UPC de la scène politique, les nationalistes modérés réagissent avec insistance contre le colonialisme français. En début 1954, Alexandre Douala Mangabel présente à l'Assemblée nationale française un projet pour mettre sur pied un seul corps électoral dans tous les territoires français d'outre-mer. On sait qu'il y avait 2 collèges, il y avait le collège des Camerounais, il y avait le collège des Africains, il y avait le collège des Européens. Donc il y avait un nombre de représentants qu'on donnait aux Européens, un nombre de représentants qu'on donnait aux Africains. Maintenant, Alexandre Douala Mangabel propose, d'ailleurs l'UPC avait déjà proposé cela, propose maintenant un seul collège. C'est-à-dire il n'y a plus des élections, il n'y a plus un collège blanc, il n'y a plus un collège noir, il y a un seul collège. Si les blancs parviennent à se faire élire, ils se font élire. Ce qui va faire que, avec ce collège unique, André-Marie et Louis-Paul Oujoula est battu. Ils sont 3e. Devant lui, 2 Camerounais, 2 Noirs. Donc, on continue avec Richard Joseph. Il précise qu'en avril de la même année, c'est-à-dire 1954, une délégation du Ngondo se rend à Paris pour présenter un certain nombre de revendications tirées de l'UPC, de la JECAFRA et du RACAM. La réunification fait partie de ces revendications. Les hommes d'affaires, de leur côté, tentent de contrôler les affaires aux mains des Européens. Si les Camerounais détiennent le monopole de la production de cacao,
les Européens ont le monopole sur le transport de ce produit, ce qui tourne en défaveur des Camerounais. Maintenant, Richard Joseph précise le changement de camp de Paul Sopo-Priso. Rappelons-nous de qui était Paul Sopo-Priso. Nous l'avons étudié dans les chapitres précédents. Nous avons vu que Paul Sopo-Priso est celui que la France avait coopté pour diriger la JECAFRA. La France croyait que Paul Sopo-Priso est malléable et qu'elle peut facilement utiliser Paul Sopo-Priso pour pouvoir calmer les situations au Cameroun, calmer les tensions au Cameroun, asseoir son autorité. Mais Paul Sopo-Priso ne sera pas de ce genre de personne. Paul Sopo-Priso va changer de camp et va devenir un nationaliste. Donc, André-Marie Mbida, précise Richard Joseph, André-Marie Mbida remporte les élections de 1956 grâce à sa politique anti-française. Mais dès qu'il triomphe, dès qu'il remporte les élections, il modifie complètement son attitude à l'égard du mouvement pour l'indépendance. Paul Sopo-Priso, quant à lui, dirige le mouvement nationaliste modéré en 1955-1956. Il crée une organisation destinée à combler le vide laissé par l'UPC. Mais ces actes relèvent plus de l'opportunisme que de l'objectif nationaliste. Il opte pour l'intégration du Cameroun à l'Union française et s'oppose à l'UPC. Mais son opposition est modérée. On va voir que finalement, si jusqu'ici il s'oppose à l'UPC, à un certain moment, il sera favorable à l'UPC. Donc, on continue. À partir de 1954, précise Richard Joseph, quand il a été élu à l'ADCAM, grâce au soutien de l'UPC, il changea de camp. À l'Assemblée française, il critique les réformes politiques au Cameroun et d'autres territoires français en Afrique. Il refuse de se rendre aux Nations Unies en 1954 pour soutenir la politique de la France au Cameroun. Il s'allie aux nationalistes. Il s'allie aux parlementaires camerounais pour s'opposer à la nomination de Roland Pré au Cameroun. Il condamne le refus de l'administration d'augmenter les salaires des fonctionnaires camerounais et demande une africanisation rapide de la fonction publique. Il critique l'administration pour son incapacité à se préoccuper efficacement des problèmes posés par les émeutes de mai 1955. Il critique la loi d'octobre 1955 concernant les réformes au Cameroun. L'une des critiques est que cette loi ne donne pas autant de pouvoir à l'Assemblée territoriale du Cameroun qu'à celle du Togo. Donc, Paul Sopo-Priso, que la France a compteur maîtrisé, compteur contrôlé, est en train de changer de camp, est en train d'adopter des positions nationalistes, est en train de combattre la France. Ce qui va faire que la France va faire émerger André-Marie Mbida. La France va s'appuyer sur André-Marie Mbida. Donc, on continue avec Richard Joseph. Étant Camerounais élu aux plus hautes fonctions dans le territoire, les critiques de la politique française n'allaient pas être sans conséquences. Il eut des difficultés aux affaires. On est toujours avec Paul Sopo-Priso. Il eut des difficultés aux affaires. Devant la mission des Nations Unies en novembre, au lieu de faire l'apologie de la France comme prévu, il critique la politique française au Cameroun. En février 1956, avec d'autres nationalistes modérés, il demande que les personnes impliquées dans les émeutes de mai 1955 soient amnistiées et que la liberté d'expression soit accordée à tous les groupes politiques du territoire. Donc, l'UPC doit avoir le droit de s'exprimer également. Il est en faveur de l'UPC. Il s'oppose à la loi cadre de Gaston Defferre, qui ne tient pas compte du statut particulier du Cameroun. C'est le combat que menait l'UPC pour qu'on tienne compte du statut particulier du Cameroun. N'ayant pu obtenir le changement politique par la voie des institutions territoriales et métropolitaines, Paul Sopo-Priso rentre au Cameroun pour organiser le peuple contre les institutions. Donc, la France avait misé sur Paul Sopo-Priso pour asseoir sa domination au Cameroun. Mais Paul Sopo-Priso est en train de devenir nationaliste. Avec la chute de l'UPC, il tente de prendre la place de l'UPC en devenant nationaliste, en s'opposant à la France. Naturellement, la France n'allait pas laisser cela indifférent. La France n'allait pas rester indifférente. Et Paul Sopo-Priso va plus loin. Il va former ce qu'on appelle le Front nationaliste. On avance avec le Front nationaliste. En juin 1956, rappelons-nous que l'UPC est interdit depuis le 13 juillet 1955. Et Paul Sopo-Priso mène un combat pour que l'UPC retourne dans la légalité. En juin 1956, il y avait au Cameroun une nécessité de mettre fin au malaise politique dont le territoire souffrait depuis les événements de mai 1955. En avril 1956, Roland Pré avait été remplacé par Pierre Mesmer comme haut fonctionnaire, comme haut commissaire, je voulais dire. Le 9 juin 1956 est créée l'Union nationale, rassemblant divers mouvements autour d'un programme minimum.
c'est Paul Sopo Priso qui met sur pied ce mouvement. C'est un mouvement national qui réunit presque toutes les forces vives du pays dans un programme national minimum. L'UPC fait partie de ce front national. C'est une manière pour Paul Sopo Priso de tendre la main à l'UPC, de lui donner la possibilité de s'exprimer dans la scène politique camerounaise en contournant l'interdiction de la France. Donc, rassemblant divers mouvements autour d'un programme minimum. Ce programme minimum comprenait entre autres revendications le rejet des propositions de la loi cadre concernant le Cameroun, la dissolution de l'ADCAM et sa reconstruction sur la base du suffrage universel et d'un seul collège électoral, l'amnistie générale pour toute personne impliquée dans les émeutes de mai 1955 et la réunification du Cameroun. Donc, avec ces éléments, presque toutes les forces politiques, toutes les forces vives du Cameroun, toutes les organisations du Cameroun, la plupart des organisations du Cameroun adhèrent à ce front national que lance Paul Sopo Priso en 1956. L'Union nationale ne s'oppose pas complètement à la loi cadre. Elle reproche à cette loi de ne pas tenir compte du statut particulier du Cameroun, comme ce fut pour le Togo. De juin à septembre 1956, Paul Sopo Priso sillonne tout le sud du Cameroun, tenant des conférences sur le thème Quittons l'impasse et appelant les foules à soutenir l'Union nationale. L'Union nationale eut beaucoup de succès, mais le gouvernement n'acceptait pas d'annuler la loi interdisant l'UPC. L'amnistie permet aux membres de l'UPC de participer aux élections, mais à titre individuel seulement. Et on va voir que même la loi ne va même pas, même finalement, la France ne va même pas accepter que les militants de l'UPC participent aux élections de 1956. C'est à 2 semaines des élections qu'il va les libérer. Et quand il va les libérer de la prison, ils ne pourront plus participer aux élections de 1956. Donc, Richard Joseph continue avec l'UPC et le repli stratégique. Il précise qu'entre juin 1955 et juin 1956, à côté de la montée d'un consensus nationaliste et du vide politique, l'administration a dû faire face à l'existence clandestine de l'UPC. Donc, le parti, malgré le fait que la France l'a interdite, n'est pas resté interdit. Le parti a continué de fonctionner, surtout au Cameroun britannique. Il y a plusieurs branches, beaucoup de militants, de membres de l'UPC ont migré au Cameroun britannique où ils continuaient de mener leurs activités, où l'Angleterre était plus souple et ne leur posait pas de problème. Donc, l'UPC va continuer d'exister en clandestinité, période d'interdiction. Donc, l'UPC tenait des réunions secrètes au Cameroun britannique et parfois au Cameroun français. Et ces réunions étaient secrètes. Après les émeutes de mai 1955 et son interdiction, le parti entama des actions auprès du Conseil d'État en France pour faire annuler l'interdiction de juillet, utilisant l'argument selon lequel la loi de 1936 contre les mouvements armés n'était pas applicable au Cameroun. D'autre part, il affirmait être ni un mouvement armé, ni une milice, dont la loi sur les mouvements armés ne s'appliquait pas à elle. D'autant plus qu'elle n'avait pas pris des armes contre eux, elle n'avait pas pris des armes. Les émeutes de mai 1956, elle n'avait pas pris des armes. Le parti, c'est-à-dire l'UPC, le parti se préparait également à la visite de la mission des Nations Unies qui devait avoir lieu en octobre 1955. On a vu que en décembre, une commission des Nations Unies devait visiter le Cameroun. Cette commission a été reportée en octobre 1955. Donc l'UPC également s'apprêtait à recevoir cette commission et à discuter avec elle, à échanger avec elle pour lui demander d'accorder l'indépendance au Cameroun et pour lui faire part de la situation au Cameroun qui prévalait au Cameroun à l'époque. Avec l'influence croissante que l'UPC continuait d'exercer au pays et de nombreuses demandes des modérés de faire revenir l'UPC à la légalité, l'administration coloniale engagea des négociations avec le parti interdit. Donc l'administration coloniale va négocier avec l'UPC, mais à une condition. Ils vont chercher à couper ce qu'ils appellent l'aile radicale de l'aile modérée. Ils vont discuter uniquement avec eux, ils vont vouloir discuter uniquement avec Robin Oumniobé et en l'éloignant, la condition est que Félix Roland Moumié, Ernest Wandier et Abel Kingé ne doivent pas être impliqués dans les négociations parce que l'administration coloniale les considère toujours comme des radicaux. L'administration coloniale estime que ce sont eux qui sont en train de radicaliser Oumniobé. Ils ne connaissent même pas l'homme. Mais continuons. Avec l'influence croissante de l'UPC, l'administration coloniale décide donc de négocier avec l'UPC, mais en négociant uniquement avec Robin Oumniobé. Robin Oumniobé, de son côté, affirme que toute négociation
devait être faite avec l'UPC et non avec Robert Oumyobé. Donc c'est l'UPC qui devait coordonner les négociations et non lui, Robert Oumyobé. Et que les négociations devaient porter exclusivement sur les objectifs principaux de l'UPC, qui sont ceux de la réunification et de l'indépendance. Robert Oumyobé a été clair. Il n'est pas question que vous venez négocier avec moi seul. Je ne suis pas l'UPC. L'UPC, c'est un groupe. Si vous voulez négocier avec l'UPC, vous négociez avec le groupe UPC. Et si on veut négocier, ça doit porter sur deux questions. La question de la réunification que nous revendiquons depuis et la question de l'indépendance. À part ces deux aspects, je ne vois plus sur quoi nous pouvons négocier. Voilà c'est la réponse de Robert Oumyobé à l'administration coloniale française. Donc, l'administration va faire plusieurs concessions à l'UPC dans le but de créer une scission dans le parti et amener Robert Oumyobé à modifier sa position, comme ce fut avec Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire. Mais Robert Oumyobé n'est pas Houphouët-Boigny. Robert Oumyobé n'est pas un traître. Robert Oumyobé est un combattant. C'est un nationaliste. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui va jusqu'au bout de ce qu'il veut. Il n'est pas comme Houphouët-Boigny qui commence, après on l'intimide, il fuit, prend peur, il change et rejoint l'ennemi. Non. Robert Oumyobé n'est pas comme ça. Robert Oumyobé est la crème du nationalisme africain. L'Union nationale de Paul Sopo-Priso, en incluant l'UPC, donnait à ce dernier la possibilité de s'exprimer ouvertement. L'attitude de l'UPC à l'égard de Paul Sopo-Priso passa du simple soutien à un optimisme réservé. Paul Sopo-Priso leur a tendu plusieurs fois la main. Maintenant, face à cela, la France a deux atouts. Et Richard Joseph a parlé des atouts de la France. Et ces atouts, les atouts français, le centre catholique et le nord musulman. La France, puisque la France était appuyée sur Paul Sopo-Priso et que Paul Sopo-Priso est devenu nationaliste, la France va s'appuyer sur deux secteurs au Cameroun. Le centre qui est dominé par l'église catholique et le nord qui est dominé par l'islam. La France va chercher à créer la scission entre ces secteurs et d'autres secteurs qui sont trop nationalistes. Pour le moment, au Cameroun, il n'y a que le centre et le nord qui n'ont pas encore réellement basculé dans un nationalisme comme tout le reste du pays. Donc, Richard Joseph précise que, ayant perdu la loyauté de Paul Sopo-Priso, le gouvernement français se tourne vers André-Marie Mbida, qui avait auparavant critiqué sa politique au Cameroun. André-Marie Mbida forme une coalition d'opposants à l'UPC et à l'Union nationale de Paul Sopo-Priso. La France a toujours pratiqué la politique du diviser pour mieux régner. Puisqu'elle a fait confiance à Paul Sopo-Priso qui, vu la misère de son peuple, vu les conditions de son peuple, s'est placé du côté de son peuple. La France mise alors sur André-Marie Mbida et choisit André-Marie Mbida. Demande à André-Marie Mbida de détruire le Front national qu'avait mis sur pied Paul Sopo-Priso. André-Marie Mbida donc met sur pied une organisation, forme une coalition d'opposants à l'UPC et à l'Union nationale. Les motivations de cette formation étaient diverses. Elle voulait mobiliser le centre catholique et le nord, majoritairement musulman, pour s'opposer aux nationalistes. Donc voilà le but de la France. Puisque la France ne parvient plus à contrôler les secteurs nationalistes du pays, alors la France décide de couper le pays en deux. À ceci s'ajoutent les intérêts économiques, le sentiment ethnique et les ambitions politiques de André-Marie Mbida. Tout cela le pousse à accepter. André-Marie Mbida accepte sans réserve la loi cadre de Gaston Defferre. Les hommes politiques du Nord, Jules Nyine et Amadou Ahidjo, font une déclaration commune appelant leurs électeurs à combattre l'Union nationale. Ça commence à porter les fruits. La France est en train de s'appuyer sur des personnes entièrement sous son commandement. André-Marie Mbida, Jules Nyine et Amadou Ahidjo. La France a 3 cartes en main. Après que Paul Sopo-Priso soit devenu nationaliste, la France est mise désormais sur 3 personnes pour pouvoir détruire le Cameroun. Et c'est sur ces 3 personnes que la France va s'appuyer pour détruire le Cameroun. Le centre catholique et le nord musulman. C'est sur ces deux secteurs, ces deux zones que la France va s'appuyer pour combattre le mouvement nationaliste au Cameroun. Donc, peu après, le BDC quitte l'Union nationale, suivi de Charles Okala. À la fin de 1956, la scission du pays entre Nord et Sud est presque totale. Le programme du Front antinationaliste d'André-Marie Mbida
est largement inspiré de celui de Louis-Paul Ojoula. Absence au Cameroun de tout concept de nation. Danger d'une évolution politique rapide qui pourrait conduire au tribalisme. Nécessité de retarder l'accession du Cameroun à l'indépendance tant que les bases économiques ne sont pas posées. Donc voilà les arguments que soulignait Louis-Paul Ojoula du bloc du BDC. Et l'organisation de André-Marie Mbida va reprendre les mêmes choses puisque ce sont les arguments de la France. André-Marie Mbida n'est qu'un pantin de la France, il n'est que le représentant de la France, il n'est que le représentant des intérêts de la France au Cameroun. Les adversaires d'André-Marie Mbida trouvaient d'autres raisons pour quitter l'Union nationale. La rumeur sur la volonté de Paul Sopo-Priso à transformer l'Union nationale en un parti politique et la rumeur selon laquelle l'UPC se cachait derrière l'Union nationale et qu'une fois ce dernier aura retrouvé sa légalité, elle prendrait la place de l'Union nationale. Donc voilà autant d'éléments qui fragilisent le Front national que Paul Sopo-Priso avait mis sur pied pour donner à l'UPC la possibilité de rester, de s'exprimer sur la scène nationale camerounaise contre la France. Maintenant, on va passer, Richard Joseph continue avec la défaite du Front national. Naturellement, le Front national de Paul Sopo-Priso va échouer. Il précise que malgré le départ de plusieurs chefs politiques de l'Union nationale, le mouvement comptait encore à son deuxième congrès de Dibombari environ 30 organisations politiques, syndicales, professionnelles et sociales. Le Front national avait toujours le poids, malgré cela. Ce congrès a élu Paul Sopo-Priso comme secrétaire général de l'Union. Le congrès a accepté la participation de l'Union nationale aux élections de novembre 1956, à condition que l'UPC ait retrouvé la légalité avant cette date. Donc, l'Union nationale devait aller aux élections de 1956, que si l'Union des populations du Cameroun avait trouvé sa légalité avant cette date, pour être également partie prenante des élections, pour représenter également l'Union nationale dans ces élections. La loi d'amnistie des militants de l'UPC a été retardée jusqu'au 11 décembre, à 2 semaines des élections à l'Assemblée. Les militants du Parti nationaliste ne pouvaient donc pas déposer leur candidature parce que le délai était passé. Cette politique de l'administration visait à exclure les nationalistes de l'Assemblée. Une fois à l'Assemblée, ils pourraient discuter de la loi cadre et de leur retour sur la scène politique camerounaise. Donc le but de l'administration était que les nationalistes ne devaient pas être présents à l'Assemblée, surtout l'UPC, car à l'Assemblée, ils peuvent invalider la décision de la France et poser leur retour sur la scène politique. C'est pourquoi la France ne décide de l'amnistie que 2 semaines avant les élections, car la date de dépôt des dossiers est déjà dépassée. Les militants de l'UPC ne peuvent donc plus déposer les dossiers à ces élections. Et Richard Joseph précise que quand il était évident que le gouvernement ne respecterait pas les conditions fixées par le congrès de Dibombari concernant le délai d'application de la loi d'amnistie aux membres de l'UPC pour participer aux élections, 2 courants de pensée se manifestaient au sein de l'Union nationale. L'une demandait la tenue d'un congrès extraordinaire pour débattre de cette question et l'autre demandait le boycott pur et simple des élections. Le congrès du Front national d'Ambam du 28 au 29 novembre 1956 dégénéra en une violente lutte verbale entre les délégués de l'UPC présents et les participants. Néanmoins, le Congrès décida que l'Union nationale se présentera aux élections. Avec cette décision du Front national, l'UPC était complètement exclu du jeu politique camerounais. Le parti savait que la victoire de l'Union nationale dépendait de sa participation aux élections. Sans cette participation, l'Union nationale ne pouvait pas remporter les élections devant ses adversaires dirigés par André-Marie Mbida et Louis-Paul Ojoula. L'UPC savait. Il n'y a que l'UPC qui était de taille face à André-Marie Mbida et Louis-Paul Ojoula. Face à la France qui avait choisi André-Marie Mbida et Louis-Paul Ojoula comme ses candidats. L'Assemblée dirigée par ses adversaires ne pouvait donc pas voter en faveur de son retour sur la scène politique camerounaise. Dirigée par les pro-français, cette Assemblée ne pouvait non plus œuvrer pour la réunification et l'indépendance du Cameroun, d'autant plus qu'André-Marie Mbida et Louis-Paul Ojoula demandaient un retardement de cette indépendance. La seule solution qui restait au parti était d'engager, c'est-à-dire à l'UPC bien sûr,
était d'engager la lutte révolutionnaire pour imposer par la force la réunification et l'indépendance du Cameroun qu'il n'a pas pu obtenir par la voie légale. La dernière tentative de dialogue venait d'échouer. Les armes devaient prendre la relève. Donc, au cours de la réunion tenue du 2 au 3 décembre 1956, les militants de l'UPC optent pour la formation d'une organisation militaire. Il s'agit du CNO, Comité national d'organisation. Les militants décident de réagir violemment contre les adversaires du parti. Aucune résolution ne fut prise sur l'attitude des militants concernant les élections. Certains dirigeants appelèrent à saccager les bureaux de vote. Les 18 et 19 décembre 1956, des câbles électriques, des routes et des voies de chemin de fer sont coupées entre Douala et Yaoundé. Dans la Sanaga maritime, l'administration déploie l'armée. La rébellion du Cameroun avait commencé. Sans le vouloir, le pays plongeait dans une longue et douloureuse guerre d'indépendance qui devait prendre fin en 1971. Tout l'avenir de l'Afrique noire francophone devait se jouer dans cette longue et pénible guerre d'indépendance. Voilà comment petit à petit, on est arrivé à cette guerre d'indépendance du Cameroun sans le vouloir. L'UPC n'a jamais voulu la guerre d'indépendance. L'UPC a toujours voulu faire les choses normalement, être dans la légalité, faire les choses dans la légalité. Mais face à la France ne l'a jamais toléré. Même les chantres de la non-violence, comme les Gandhi, si Gandhi se trouvait dans une colonie française, Gandhi devait être obligé de prendre les armes pour revendiquer l'indépendance de l'Inde. La non-violence ne peut marcher qu'en face de ceux qui peuvent comprendre. Face aux tyrans comme la France, la non-violence ne sert à rien. La France ne comprend qu'un seul langage, c'est celui de la force. Elle ne comprend pas autre chose que ça. Donc, chers internautes, voilà résumé notre ouvrage, le mouvement nationaliste au Cameroun. Nous rappelons que ce travail est fait par la Ligue associative africaine et la Limara, le parti politique camerounais Limara, Ligue des masses pour la renaissance africaine. Nous vous rappelons qu'il faut soutenir ces initiatives pour que nous puissions avancer. Si vous voulez comprendre cette guerre d'indépendance, comment elle s'est déroulée, un autre ouvrage est capital. C'est Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, qui retrace comment se manifester, comment s'est déroulée cette guerre d'indépendance. Donc, sur ce, portez-vous bien et restez abonnés, restez scotchés sur cette chaîne. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres résumés d'ouvrages, d'autres publications et autres. Portez-vous bien.